Bonjour tout le monde, Magali Girard, je suis la directrice du Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale, le CIQS, et merci à tous d'être présents aujourd'hui pour notre premier midi-webinaire de l'année 2023-2024. Il me fait plaisir de vous présenter Jean-François Quentin et Maude Tremblay-Les Tourneaux de l'Institut de la statistique du Québec qui va nous présenter un peu les procédures d'accès pour accéder aux données disponibles dans les cas de risque, les centres d'accès aux données de l'Institut de la statistique. Il me manque peut-être une lettre là-dedans de l'Institut de la statistique du Québec, qui sont des laboratoires sécurisés en milieu universitaire puis en centre hospitalier aussi à travers la province. J'admets en même temps des gens. Donc, c'est ça, c'est l'objectif pour aujourd'hui. Juste une brève présentation. Jean-François est adjoint exécutif du secteur de la méthodologie, de la démographie et de l'accès aux données à l'ISQ. Et Maude est analyste au cas de risque de l'Université de Sherbrooke. Ils avaient fait cette présentation-là l'an dernier, puis on s'est dit que ce serait une bonne façon pour lancer l'année scolaire 2023-2024 et tous les gens là, qui sont intéressés à accéder à des données qui sont gérées par l'ISQ. Alors, la présentation est enregistrée. Elle va être éventuellement rendue disponible sur notre chaîne YouTube, celle du CIQS, pardon. La présentation va durer 20, 25, 30 minutes. Il va y avoir une période de questions. Je vous invite à utiliser le chat ou la section questions-réponses du Zoom pour prendre note de vos questions. Puis à la fin de la présentation de Jean-François et de Maude, on va pouvoir y répondre. Je vais revenir à l'écran pour animer la petite période des questions. Puis on va terminer ça à 13 heures comme d'habitude. On me dit que sur Zoom, il y a une fonction pour avoir des sous-titres en simultané. Si vous en sentez le besoin, il faut cliquer sur le petit plus quelque part là, sur votre menu Zoom, puis il y a une fonction sous-titres aussi. C'est pas parfait, mais quand même, ça peut peut-être faciliter la compréhension. Alors, je cède la parole à Jean-François qui va faire la première partie de la présentation. Puis merci de votre présence. Merci beaucoup. Merci aussi de nous inviter à nouveau là, pour présenter la trousse de démarrage. Je vais tenter un partage d'écran. Donc, ça fonctionne. Vous voyez ma présentation? Je ne vous vois pas, mais je prends pour acquis que c'est oui. Voilà. Merci à nouveau aussi de nous recevoir pour le midi-webinaire pour présenter la trousse de démarrage dans le contexte de la préparation d'une demande d'accès aux données. Donc, c'est la deuxième fois qu'on fait cette présentation-là. On l'a fait l'an passé aussi, puis je comprends que c'est une présentation qui a été appréciée par la communauté de recherche, donc on récidive. Ce matin, la présentation va se décliner en différentes étapes. Donc, on va commencer par vous expliquer ce que sont et ce que font les services d'accès aux données de recherche de l'ISQ, les raisons pour lesquelles on a développé et rendu disponible une trousse de démarrage. On va parler des étapes du cheminement d'une demande d'accès aux données. Donc, une demande, ça commence où, ça se termine où, et qu'est-ce qu'on a à faire concrètement au fur et à mesure de l'évolution du traitement de la demande. Ensuite, je vais passer le relais à ma collègue Maude Tremblay-Les Tourneaux qui va nous parler des actions plus concrètes là, pour déposer une demande. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement pour s'assurer que la demande chemine correctement d'un bout à l'autre du processus. On va vous parler des aides-mémoires à la soumission, qui sont des documents importants dans la trousse. Donc, 2 aides-mémoires qu'on a prévues pour vous, qui ne sont pas des documents obligatoires, mais qui sont des documents qui sont très aidants, qui sont facilitants pour préparer adéquatement une demande d'accès. Et finalement, on va vous présenter quelques documents modèles et documents de référence que vous allez tôt ou tard rencontrer dans le cadre du traitement de votre demande. Donc, les services d'accès aux données de recherche de l'ISQ. En 2019, l'Institut de la statistique du Québec a été mandaté par le gouvernement du Québec pour mettre sur pied un processus simplifié d'accès aux données de recherche. Donc, ceux et celles qui auparavant, avant 2019, ont eu à faire des demandes d'accès, savent que
le processus était particulièrement lourd, complexe et surtout très décentralisé. Donc, l'équipe de recherche était vraiment au centre de la demande d'accès. Les chercheurs, chercheuses principaux étaient les coordonnateurs, si vous voulez, de leur demande. Donc, ils devaient s'assurer d'aller chercher les autorisations nécessaires à différents endroits, d'assurer le suivi, la communication des informations entre les différents intervenants. Et vraiment, il y avait un rôle qui était plus administrativement, il y avait un rôle qui était plus englobant, plus central. En 2019, le mandat a été confié à l'ISQ pour que cette coordination des demandes d'accès, donc de l'administration, l'évaluation des demandes d'accès, soit transférée à l'ISQ. Ce qui fait en sorte que l'analyste conseil, qui vous épaule dans le dépôt puis le traitement de votre demande, s'occupe de lier les parties, de rassembler l'information, procède à l'analyse et puis finalement va mener à la création du fichier de recherche. Donc, dans ce contexte-là, l'ISQ peut rendre accessible, en plus des enquêtes menées par l'ISQ qui sont accessibles pour la recherche en centre d'accès en cas de risque, les données administratives des ministères et ministères organismes partenaires de l'ISQ. Donc, il y a différents ministères qui, par décret, vont rendre disponibles à l'ISQ des données administratives pour la recherche. Et ces données-là sont disponibles sur notre site pour être sélectionnées par les équipes de recherche. Je dois mentionner qu'au début, l'initiative était davantage axée sur la santé, donc on avait beaucoup de données de RAMQ M3S. Maintenant, on se dirige résolument vers un modèle multisectoriel. Donc, on a maintenant l'éducation qui est disponible sur notre site. On va avoir prochainement Revenu Québec. Bref, on en parlera plus tard, mais d'autres ministères organismes qui vont s'ajouter, qui vont faire en sorte que l'ISQ va être une sorte de portail pour les projets de recherche multisectoriels. Depuis 2019, l'ISQ a déjà reçu quelques centaines de demandes, donc de différentes natures, soit pour des prolongations, soit pour des nouveaux accès, des modifications. Ces demandes-là ont été soit traitées, soit en cours, donc c'est vraiment un service qui est populaire puis qui est très actif. Vous devez savoir qu'on est une équipe multidisciplinaire, donc on est composé de différents corps de métier, des professionnels et techniciens qui couvrent différents aspects d'une demande. Donc, depuis les analystes conseils qui vous épaulent pour la soumission et l'analyse de votre demande d'accès, jusqu'aux statisticiens qui travaillent qui confectionnent le fichier de recherche pour l'appariement, les équipes d'exploitation qui font l'extraction de données, les conseillers conseillères en protection des renseignements personnels qui analysent les éléments liés à la protection des renseignements personnels de la demande. Donc, c'est vraiment une équipe là, qui est complète pour couvrir l'ensemble des aspects de votre demande. Et puis, donc, dans ce contexte-là, ben voilà, c'est ce qu'on vous présente ce matin. On a cru nécessaire ou utile, en tout cas, de produire à l'attention de la communauté de recherche une trousse de démarrage qui fait un portrait d'ensemble puis qui permet aux équipes de recherche d'appréhender, pas d'appréhender, mais de préparer plutôt ce qui s'en vient dans la demande d'accès. Donc, pourquoi une trousse? Essentiellement, le mot-clé qu'il faut retenir, c'est la prévisibilité. C'est ce qu'on a voulu donner aux équipes de recherche, donc de la prévisibilité dans leur demande, à quoi ils doivent s'attendre, qui doit faire quoi, comment le faire. Donc, si on découpe en 3 grandes étapes, d'abord, il y a les étapes clés d'une demande d'accès. Donc, c'est quand même une longue demande d'accès, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, c'est complexe. C'est important pour une équipe de savoir ce qui l'attend et à quel moment ça va se débuter, puis à quel moment ça va se terminer surtout. Donc, on va vous expliquer un peu plus tard là, comment on est arrivé à vous rendre ça le plus synthétique possible. De la même manière, on départage les rôles et responsabilités, soit des équipes de recherche, soit du personnel de l'ISQ. Donc, les étapes 1 et 2, là, donc les étapes et les responsabilités sont synthétisées dans un schéma qu'on va vous présenter et permet de faire sens de tout ça. Et puis finalement, la trousse permet aux chercheurs de savoir ce qu'ils doivent fournir concrètement comme document à l'appui de sa demande d'accès. Donc, outre le formulaire qui sert à communiquer le besoin, il y a des documents qui doivent y être attachés et qui doivent respecter certaines conditions pour être éligibles. Donc, on vous les présente pour que vous en ayez connaissance. Donc, essentiellement, la trousse ressemble à peu près à ceci. Ce sont des captures d'écran, mais ça vous illustre ce qu'on y retrouve. Donc, en haut à droite, vous voyez que c'est le document principal, donc un document qui essentiellement fait ce qu'on fait aujourd'hui en personne et qui récapitule les grandes étapes d'une demande d'accès. Donc, comment est-ce qu'on la prépare? Par quoi on va passer? Quels sont les rôles et responsabilités? Donc, finalement, c'est vraiment le document qui est le plus pédagogique pour vous permettre
d'approcher une demande d'accès. Les aides-mémoires, Maud va en parler un peu plus tard, mais les aides-mémoires sont constituées de 2 grilles. Donc, une première grille qui consiste dans les éléments à vérifier. Donc, différents éléments là, dans votre demande que vous devez prendre en compte avant de vous assurer qu'elle est constituée correctement puis de la déposer. Et puis, l'autre grille, ce sont les documents à soumettre. Donc, vous avez une quantité de documents à soumettre qu'on veut le moins nombreux possible, mais il y en a certains qui doivent être soumis. Donc, comment faire pour qu'ils soient tous là puis qu'ils soient le plus à jour possible. Et puis, finalement, on vous fournit une liste de documents modèles et documents de référence avec les modèles en annexe de la liste. Donc, pour que vous puissiez prendre connaissance de différents documents qui vont vous être présentés dans le cadre d'une demande d'accès. Il y a certains documents, par exemple, comme les contrats, on va en parler plus tard. Les contrats vont souvent devoir faire l'objet d'une validation par les équipes de recherche ou leur institution de rattachement. Ça peut être aidant des fois que l'équipe de recherche l'ait déjà en amont du processus pour pouvoir initier le processus de validation. Donc, les grandes étapes du cheminement d'une demande d'accès. Dans la trousse, vous allez retrouver un schéma qui est plus synthétique que ce qu'on retrouve ici. Pour des raisons de visibilité, on l'a disposé en 2 diapositives. Donc, les grandes étapes d'une demande d'accès sont séparées en 7 étapes. Donc, vous voyez sur l'axe des X, donc à l'horizontale, vous avez les différentes étapes et sur l'axe vertical, les responsabilités partagées soit par les équipes de recherche, soit par l'ISQ. Donc, la soumission d'une demande d'accès, première étape. Donc, les équipes de recherche d'entrée de jeu ont à définir leurs besoins. C'est vraiment la première chose. Ils doivent arriver avec un protocole établi, une idée de ce qu'ils veulent avoir, et puis se rendre sur le site de l'ISQ pour consulter les données disponibles. Donc, c'est vraiment l'équipe qui définit son besoin, qui détermine ce qu'elle veut pour répondre à ses objectifs de recherche, et puis ensuite déposer une demande d'accès. Si c'est souhaité, dans le cadre, par exemple, d'évaluation de demande de subvention, pardon, les équipes de recherche peuvent utiliser le simulateur de coût, qui est un outil disponible sur la zone de recherche, donc qui permet de modifier certains paramètres d'une demande d'accès pour arriver à différentes évaluations de coûts. C'est un outil qui est très apprécié et qui peut être utilisé dès l'inscription au service d'accès. Évidemment, l'équipe doit préparer le formulaire, joindre les documents qui sont requis, s'assurer qu'ils sont tous présents et à jour. Donc, ici, la trousse joue un rôle évident là, pour faire ces vérifications-là et finalement soumettre la demande dans la zone de recherche. L'ISQ, de son côté, va pouvoir épauler les équipes qui éprouvent, par exemple, des difficultés techniques ou des questions par rapport à certaines sélections. L'ISQ n'est pas là pour définir scientifiquement votre projet de recherche. Ce n'est pas ce qu'on fait. Ça fait partie de l'offre de service. Nous, on est là pour vous épauler, pour déposer votre besoin tel que vous l'avez conçu. Et puis, on peut répondre à différentes questions par rapport aux outils qui sont offerts sur la zone de recherche. Ensuite, là, on entre dans l'étape de l'évaluation de la demande. Donc, votre demande est soumise, elle est entrée sur le site d'accès, un numéro lui est attribué, un ordre de priorité, donc, et à ce moment-là, l'ISQ commence son travail d'évaluation. Donc, on va évaluer, par exemple, la faisabilité technique ou la disponibilité de données. Certains jeux de données vont être disponibles entre telle et telle année. Si on demande davantage, bien évidemment, pour des raisons évidentes, ce ne sera pas faisable. Donc, on fait ce genre d'estimation-là. On peut estimer, par exemple, des tailles de cohorte quand c'est requis. On peut fournir une évaluation de coût qui va au-delà de ce que le simulateur a pu fournir. Donc, le simulateur fournit une approximation. Dans le cadre de l'évaluation, on peut faire une évaluation plus concrète là, des coûts attendus. On fait évidemment une évaluation PRP, donc de protection des renseignements personnels. Et puis, on accompagne le chercheur pour l'informer par rapport aux différentes modalités d'accès. Selon que le projet est en cas de risque, en centre d'accès ou en accès à distance, il peut y avoir des modifications au fichier. Donc, on informe l'équipe de recherche pour qu'elle fasse le choix le plus éclairé possible. Du côté de l'équipe de recherche, eh bien, ils doivent évidemment fournir les informations et documents demandés si jamais des documents supplémentaires s'avèrent nécessaires. Généralement, on s'en tient aux documents principaux qui répondent aux besoins, mais pour des raisons, quand c'est de raison, il peut y avoir des besoins supplémentaires qui surviennent. Donc, à ce moment-là, les analystes contactent les équipes de recherche qui peuvent répondre aux questions. Et puis, au terme donc de l'évaluation, qui est probablement l'étape qui prend le plus de temps dans le processus, au terme de l'évaluation, si l'évaluation est concluante,
on passe à l'étape suivante qui est de procéder aux engagements contractuels et administratifs. Donc, auparavant, avant le service d'accès en 2019, euh, la Commission d'accès à l'information et les détenteurs émettaient des avis et autorisations qui faisaient l'objet ensuite de contrats avec ces entités-là pour pouvoir avoir accès aux données. Maintenant, c'est l'ISQ qui, depuis la modification de sa loi, émet des ententes de communication de renseignement avec les équipes de recherche. Donc, si le projet est concluant, une entente de communication est émise et suite à ça, il va pouvoir avoir accès aux fichiers de recherche. Donc, dépendamment de la demande, si c'est une demande, par exemple, qui ne requiert pas de création de fichier, par exemple, pour une demande d'enquête de l'ISQ seulement, où le fichier est déjà disponible, il n'y a pas de frais associés. L'analyse de demande, l'évaluation, les contrats, ce sont l'ensemble des frais qui sont couverts par l'ISQ jusqu'à l'accès en centre, en cas de risque ici, avec la suite logicielle, les ordinateurs, bon, tout est fourni. Lorsqu'il y a une création de fichiers de recherche à effectuer, évidemment, là, il y a du temps de professionnel qui est investi dans la demande pour constituer le fichier qui est propre à la recherche. À ce moment-là, ces frais-là vont être facturés et un contrat de service va être émis pour définir justement les modalités de création du fichier de recherche. Indépendamment de la création du fichier, l'autre entente de communication, c'est ce qu'on peut dire, c'est le contrat d'accès en quelque sorte. Donc, ça va définir les modalités d'accès, les conditions de sécurité. Donc, les équipes de recherche doivent prendre connaissance de ces modalités-là, s'y engager, signer un engagement à confidentialité, suite à quoi elles vont pouvoir avoir accès. En parallèle, la préparation du fichier de recherche a cours. Donc, lorsque le fichier de recherche, le besoin est défini, les contrats sont signés, la production démarre. L'ISQ, le gros du travail vraiment est du côté de l'ISQ à ce point-là. Donc, on procède à la sélection des individus selon ce qui a été demandé. On fait de l'appariement lorsque c'est requis. Si, par exemple, le fichier de recherche ou le projet plutôt de recherche veut les données de l'éducation avec ceux de santé, il y a un appariement qui est requis entre ces jeux de données-là. Et puis, on va ultimement extraire les variables, les renseignements demandés par rapport aux individus sélectionnés pour produire un fichier de recherche. Lorsque des données externes à l'ISQ, donc par exemple des données d'un détenteur qui ne serait pas partenaire de l'ISQ, l'équipe de recherche doit préparer les fichiers et nous les transmettre par voie sécurisée pour que les professionnels de l'ISQ puissent faire l'appariement et intégrer le tout dans le même fichier de recherche qui va être déposé dans l'environnement sécurisé d'accès de l'ISQ. Donc, c'est l'essentiel de ce qui se passe au moment de la production du fichier. Ensuite, on arrive à ce qui est attendu depuis le début, finalement, de la demande d'accès, donc l'accès au fichier de recherche. À ce point-ci, le fichier vient d'être déposé dans l'environnement d'accès. Donc, dépendamment qu'encore une fois, c'est en cas de risque ou en accès à distance, il reste que c'est un environnement technologique sécurisé qui appartient à l'ISQ. Donc, l'ISQ va ouvrir un compte, déposer le fichier, rendre disponible la suite logicielle statistique demandée par l'équipe de recherche. On a l'essentiel des logiciels statistiques courants, donc SAS, Stata, R, SPSS. Et puis, pendant l'analyse des résultats par les équipes de recherche, l'ISQ met à disposition aussi des pilotes en cas de risque qui vont faire la vérification du risque de divulgation de renseignements par rapport aux résultats qui sont demandés à sortir. Donc, les équipes de recherche se voient remettre un guide de critères de vérification par rapport à leurs résultats de recherche. Ils ont la responsabilité d'appliquer ces critères de vérification-là, mais l'ISQ fait une validation pour s'assurer que c'est fait correctement. Il le coche dans le cas où c'est pas, ça ne se présente pas. Le pilote peut accompagner l'équipe de recherche pour essayer de les aider à trouver des solutions, faire des regroupements, par exemple. Il y a aussi une formation qui est offerte au début de l'accès par notre équipe pour expliquer comment l'environnement fonctionne et quelles sont les règles de divulgation. Pendant la durée de l'accès, l'accès va durer aussi longtemps que l'entente de communication l'aura prévu. Donc, lorsqu'il y a signature d'entente de communication à l'étape 3, il y a une durée d'accès qui va être prévue soit entre 1 et 5 ans. Pendant toute la durée de l'accès, donc l'étape numéro 5 s'applique, mais il y a aussi l'étape numéro 6. Donc, nous, on a un suivi administratif à faire, c'est-à-dire que pendant que l'accès est en vigueur,
il doit y avoir, par exemple, les avis éthiques pour le projet qui sont à jour. Donc, généralement, sur une base annuelle, les équipes de recherche font une demande de leur côté auprès de leur institution pour renouveler l'approbation éthique du projet. Elle doit être transmise à l'ISQ. De notre côté, si on ne l'a pas reçu, on peut faire un rappel pour s'assurer que ça reste à jour pour l'ensemble de la durée du projet. Aussi, on doit publier les productions, les références, pardon, des productions scientifiques produites par les équipes de recherche qui découlent de l'accès aux données. Donc, on vous fait des rappels sur une base annuelle pour vous nous communiquer les références de ces publications-là et elles sont affichées sur notre site Web. Finalement, au terme de la durée prévue à l'entente de communication pour l'accès, il y aura éventuellement une fermeture de projet. Donc, avant d'arriver à la fermeture, ce qu'on fait, c'est qu'on contacte l'équipe de recherche ou de son propre gré, elle nous contacte pour nous signifier soit deux choses. Soit que l'accès n'est plus nécessaire parce que l'exploitation des fichiers est terminée, soit qu'une prolongation pourrait être requise, par exemple, pour différentes raisons, pour publication ou on n'a pas terminé les analyses. Donc, à ce moment-là, ce qui peut être fait, c'est simplement une demande de prolongation d'accès. Donc, on remonte à quelque sorte aux étapes antécédentes. On doit redéposer une demande, mais c'est simplement une demande de prolongation. Donc, le fardeau administratif est beaucoup moins lourd, évidemment. On n'a pas une nouvelle demande à déposer, une quantité de nouveaux documents, mais ça doit quand même faire l'objet d'une autorisation. Il n'y a pas de nouveau contrat, mais ça va être un avenant de prolongation, mais ce qui fait en sorte que la durée du projet peut être étendue si le besoin est justifié. Si ce n'est pas le cas, donc on va convenir on va démarrer les étapes de fermeture du projet. Donc, on va demander aux équipes de recherche de nous transmettre les outils qui permettent d'identifier, de s'identifier plutôt, donc d'accéder par exemple au centre d'accès. Nous, on va fermer les projets et puis on va détruire les fichiers de recherche qui nous est imposé. On n'a pas le choix, donc on doit vraiment détruire au terme de l'accès. Évidemment, avant de détruire, on s'assure auprès des équipes qu'elles ont récupéré ce qu'elles pouvaient récupérer et ce qu'elles voulaient récupérer. Donc, par exemple, des programmes des programmes dans le logiciel statistique de la syntaxe, différentes notes qu'elles auraient pu collecter, tous des éléments qui ne contiennent pas de renseignements personnels, mais qui peuvent être récupérés par les équipes de recherche pour d'autres fins. Donc, essentiellement, une fois qu'on est rendu là, le projet est fermé, c'est conclu, et puis de notre côté et du côté de l'équipe de recherche, ben, il passe en publication et puis l'ISQ n'est plus concerné. Pendant l'ensemble des 7 étapes qu'on vient de voir, dans la zone recherche, il y a une espèce de portail donc personnel à l'équipe de recherche. Et puis, il est possible d'avoir une quantité de choses. Donc, on va en parler un peu plus tard des différents formulaires, l'outil de simulation de coût dont on a parlé. Mais il y a aussi une barre de progression. Donc, la barre de progression, c'est un outil interactif qui finalement vous permet de visualiser l'étape à laquelle est rendu votre projet. Donc, vous voyez qu'il y a autant d'étapes qu'il y a de petits segments en dessous ici. Il y a un code de couleur associé. Donc, ici, c'est une capture d'écran d'un projet fictif, mais pour une étape qui serait non débutée, elle est en gris. Lorsqu'elle est en cours, donc on est rendu à cette étape-ci, elle devient en jaune. Lorsqu'elle tourne au orange, ça veut dire qu'une action est requise. Donc, on va vous contacter par ailleurs, par téléphone, par courriel, pour vous indiquer qu'une action est requise de la part de l'équipe de recherche. Mais l'étape va rester en orange tant qu'il n'y aura pas une résolution de l'étape, donc on ne pourra pas être en mesure de continuer l'analyse. Donc, c'est important de pouvoir le voir comme ça, mais soyez sans crainte, on vous contacte par ailleurs là, pour vous informer. Lorsque l'étape est conclue, elle passe au vert et si pour une raison ou une autre, elle est refusée, par exemple, le projet n'est pas faisable techniquement, il s'arrête à l'évaluation, elle vire au rouge. Donc, ça permet vraiment d'avoir une vue à jour en temps réel de l'évolution de votre projet. Pour la suite, je passe le relais à ma collègue Maude, analyste conseil du service d'accès aux données. Oui, bonjour. Donc, merci Jean-François. Je vais donc poursuivre en survolant donc, les facteurs clés de succès pour le dépôt d'une demande d'accès. Donc, prenez note que les différents éléments qu'on va voir ici sont disponibles dans le document principal de la trousse. Donc, en premier lieu, la trousse de démarrage va recommander aux différentes équipes de recherche de consulter le dictionnaire des fichiers des variables disponibles pour la recherche. Donc, le dictionnaire permet d'avoir donc plusieurs informations relatives d'une part aux renseignements qui sont désignés pour la recherche par les différents ministères et organismes, que ce soit avec la thématique santé, thématique éducation, information ou de revenus, et par ailleurs, là, donc les données d'enquête qui sont propres à l'USQ. Différentes informations sont dans le dictionnaire, dont les dates de début de disponibilité, les définitions des variables, ainsi que
certain code de valeur pour chacune des variables. Une valeur ajoutée du service d'accès aux données de recherche, c'est vraiment de pouvoir faire des liens, donc des appariements entre différentes données administratives qui, à la base, n'étaient pas conçues pour être liées l'une à l'autre. Mais le fait de pouvoir les lier, ça fait vraiment des fichiers de recherche qui sont bonifiés. Et on peut parfois donc lier avec des données qui sont externes à l'ISQ. Naturellement, donc, pour déposer une demande d'accès, on va devoir s'inscrire à la zone de la recherche. Ça va de soi. Par contre, un élément de plus qu'on retrouve dans la trousse, c'est vraiment les conditions d'admissibilité pour savoir si votre projet devrait être soumis sur le site d'accès aux données de recherche de l'ISQ. Avec les changements législatifs des dernières années, des fois, ça peut être confondant si une demande devrait transiter chez nous ou non. Donc, la trousse vient bonifier certains cas de figure. La trousse permet également de décliner les différentes options qui vous sont proposées dans la zone de la recherche en fonction de vos besoins. Je m'explique, comme mentionné Jean-François, si votre besoin, c'est de savoir l'estimation de coût de votre projet, donc il y a un formulaire qui est simplifié et la trousse vient pointer vers ce formulaire-là et donc vous amène à la bonne place. Dans le cas opposé, si vous voulez faire une modification d'un projet de recherche ou une nouvelle demande d'accès, donc encore une fois, il y a des formulaires qui sont propres à chacun et la trousse va venir vous orienter à la bonne place. La trousse permet également d'avoir des informations qui sont un peu plus générales sur l'équipe de recherche, donc à savoir le chercheur principal qui s'inscrit et qui rédige la demande d'accès devrait donc être le chercheur qui va être signataire des différents contrats. Donc, c'est important de mettre le bon chercheur principal et ce dernier devra fournir une preuve de rattachement. On y reviendra un peu plus tard. De plus, donc, le chercheur principal qui est lié à un organisme public devrait donc avoir un organisme public qui sera signataire du contrat d'accès. C'est une fine subtilité, mais des fois qui cause des petits maux de tête lorsqu'on est rendu en signature de contrat d'accès. Donc, c'est important de choisir le bon organisme qui sera naturellement donc le signataire du contrat d'accès. La trousse permet également de préciser donc, les deux modalités d'accès. Jean-François les a mentionnées un peu plus tôt, donc à savoir directement dans nos centres d'accès de l'ISQ, les CADRISC, ou en accès à distance. Donc, une petite précision pour l'accès à l'extérieur des CADRISC. Donc, l'ISQ va devoir générer un fichier de microdonnées accessibles à distance et c'est produit à partir du fichier maître. Donc, c'est un second fichier et étant donné de la nature de faire donc, un second fichier qui permet de minimiser les risques d'identification. Donc, il y a des frais qui sont à additionner pour l'accès à distance. Et finalement, mais non le moindre, donc, l'ISQ a fourni des aides-mémoires qui permettent de détailler donc, des éléments qui sont techniques et qui encadrent la demande d'accès pour la donnée de recherche. Et c'est justement là, donc, les prochaines diapositives qui vont pouvoir donc, faire le topo là, sur les différentes, sur les éléments qu'on y retrouve. Donc, les aides-mémoires sont conçues de façon à avoir donc, sur le format de liste à cocher. Donc, les différentes grilles qui sont soit les grilles d'éléments à vérifier ou la grille des documents à fournir. Donc, chacune d'elles donc, possède le format de liste à cocher qui peut donc être ainsi imprimé, enregistré ou réinitialisé. Donc, c'est vraiment un outil qui est à la disposition du chercheur et qui peut donc être utilisé là, pour justement s'orienter dans la rédaction de la demande d'accès. C'est important de mentionner que ces documents-là ne seront pas obligés d'être soumis lorsque le chercheur ou l'équipe de recherche soumet sa demande d'accès, mais c'est vraiment un outil qui se veut aidant. Donc, de façon non exhaustive, on va donc aller détailler là, chacun de ces éléments-là. Donc, pour ce qui est de la liste des éléments à vérifier, j'ai fait ressortir certains éléments qui pourra donc, avec la prochaine diapositive, François, ouais, qui pourra donc venir faire ressortir des éléments qui sont marquants là, pour des éléments à vérifier pour une demande d'accès. Donc, au niveau de l'objectif du projet, donc les différents objectifs de recherche devraient être les mêmes que ceux qui sont dans les présentations détaillées des activités de recherche. Ça peut sembler très, très simpliste comme élément à vérifier, mais on a vu donc, dans le passé certaines demandes où il y avait une discordance entre l'information qui était soumise et ce qu'on retrouvait donc, dans les protocoles de recherche. Donc, en fait, pas besoin de réinventer la roue, uniquement inscrire donc, les objectifs de recherche qui sont présents déjà dans vos protocoles de recherche. Au niveau des fichiers et des variables qui sont demandées, donc chacune des cohortes devrait donc préciser donc, quelles sont les différentes variables qu'on doit obtenir pour chacune des cohortes. Le système est fait de cette façon-là, donc ça devrait aller bien. Il y a eu
différentes fonctionnalités qui ont été ajoutées donc, dans la zone de la recherche. Donc, maintenant, ça ne devrait plus être un problème, en fait, mais chacune des cohortes, il faut savoir si l'ensemble des variables sont demandées pour ces cohortes-là ou si c'est spécifique à chacune d'elles. Et un mot, en fait, rapide sur la justification de la nécessité des renseignements. Donc, c'est nécessaire de justifier pourquoi un renseignement va permettre de l'atteindre des objectifs. Donc, en fait, il faut rajouter ces justifications-là et, dans le fond, on évite là, ici des justifications qui se veut voir protocole de recherche ou voir objectif 2. Donc, on veut vraiment des justifications qui sont bien détaillées. De la même façon, donc, pour la prochaine grille, donc, j'ai fait ressortir certains documents qui sont les plus souvent, là, donc, qui sont propres à chacune des demandes d'accès. Mais sachez là, que référez-vous à la grille exhaustive là, si vous voulez vraiment, lorsque vous serez en étape de faire une demande d'accès au service d'accès aux données de recherche. Donc, on l'a mentionné tout à l'heure, donc, le chercheur principal devra fournir une preuve de rattachement qui montre le lien d'emploi entre le chercheur et son organisme public. Ce document donc, peut prendre plusieurs formes. Ça peut être un CV ou ça peut être aussi, là, si vous manquez d'imagination sur quel document fournir. Donc, on vous fournit un document, là, une preuve de rattachement type là, qui peut être utilisé pour répondre aux besoins de l'ISQ. Le document de présentation détaillé des activités de recherche devra également être joint à la demande. Donc, c'est un document qui détaille les activités de recherche et les différentes sources de données que vous allez vouloir obtenir. Ça peut être le protocole de recherche, un devis ou un plan de recherche, et ça doit être le document qui a été approuvé par le comité d'éthique à la recherche ou un organisme public subventionné. Vous allez devoir fournir également un certificat d'approbation éthique valide qui va porter donc le nom du chercheur principal, le titre de la recherche et la date d'échéance. Donc, lorsqu'il y a une discordance entre ce qu'on voit au formulaire, donc si le chercheur principal n'est pas le même, par exemple, le titre de la recherche n'est pas le même, une justification serait tout adéquate pour expliquer la discordance et éviter ainsi les va-et-vient entre l'équipe de recherche et l'ISQ. Et finalement, il faut fournir également tous les certificats de modification et le certificat original. Donc, en fait, un simple petit rappel que lorsqu'il y a une cohérence entre les différents documents, en fait, ça aide grandement à faciliter l'analyse de la demande. Donc, lorsque le certificat d'approbation éthique et le protocole de recherche et le formulaire contiennent tous les mêmes éléments, à savoir le chercheur principal ou à savoir donc, le protocole de recherche. Donc, lorsque tous les éléments se tiennent et sont cohérents d'un à l'autre, donc ça aide grandement à analyser la demande. Finalement, la dernière section va regrouper donc, les différents documents modèles et les documents de référence. Pour faciliter le travail ou pour faciliter ce qui s'en vient dans les prochaines étapes, l'ISQ a donc cru bon là, de regrouper donc, plusieurs documents qui pourra donc servir à titre de référence. Donc, par exemple, vous avez donc le formulaire de demande vierge qui permet donc de voir quels sont les champs qui seront nécessaires pour compléter une demande d'accès. Vous avez également le modèle d'engagement à la confidentialité, qui est un document qui doit être signé par toutes les personnes qui vont accéder au fichier de recherche. Que ce soit un chercheur, un stagiaire, un étudiant, un professionnel, chaque personne accédant au fichier de recherche va devoir donc signer un engagement à la confidentialité, qui est un document de 2 pages, devant un commissaire à l'assermentation pour le Québec. Plusieurs personnes ont ce titre, donc c'est facile de trouver un commissaire, là, que ce soit la plupart des notaires, des avocats et même des analystes conseils à l'ISQ. Par la suite, vous avez également le modèle de preuve de rattachement qui, à l'inverse du engagement à la confidentialité, la preuve de rattachement est un document qui doit être uniquement fourni pour le chercheur principal. Prochainement, donc, on rajoutera donc, différents modèles de contrats. Donc, le contrat de service qui permet d'encadrer les balises sur la création du fichier de recherche et le modèle de contrat d'accès qui prévient, qui rassemble toutes les clauses pour accéder à un fichier de recherche. Et dans le fond, avec les changements légaux des dernières années, donc les contrats sont à jour, seront mis à jour et donc, on mettra donc les bonnes versions dans la trousse prochainement. Ça peut grandement aider si les contrats cheminent dans vos organisations publiques, si jamais vous anticipez de faire une demande d'accès. Donc, des fois, les juristes de certaines organisations aiment bien voir, en fait, quels sont les contrats. Et ça accélère grandement, donc, lorsque c'est le temps de faire signer les contrats, lorsque ceux-ci sont validés par tout le monde.
Finalement, dernière section là, des différents modèles disponibles. Donc, les grilles de vérification, lorsqu'un chercheur souhaite faire rajouter donc, des variables externes à leur fichier de recherche, différentes grilles permettent donc justement de venir préciser les normes applicables pour les variables d'appariement et les variables de recherche. Finalement, donc la trousse a été montée là, pour vraiment être un guide pour soutenir donc, les chercheurs lorsqu'ils veulent préparer une demande d'accès. Donc, avec la vue d'ensemble sur les différentes étapes que leur demande d'accès va devoir passer au travers, sur les différents rôles et responsabilités de chacune dans les différentes étapes, les facteurs clés de succès qui permettent en sorte de monter leur demande d'accès préalablement avec les bonnes choses et les bons documents à fournir, les annuaires qui permettent de savoir quels documents fournir. Et les différents documents modèles qui sont présents également peuvent grandement aider donc à savoir qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines étapes. De nouvelles banques seront rajoutées, donc notamment Revenu Québec. Là, nous sommes dans les derniers millages afin de savoir quelles sont les variables qui seront mises au guichet. Donc, prochainement, Revenu Québec sera ajouté. Et les prochains ministères, excusez-moi, ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration, ministère du Travail, ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et Retraite Québec. Donc, on est toujours là pour vous soutenir dans votre démarche. N'hésitez pas à nous contacter à notre adresse générique sad@stat.gouv.qc.ca. Merci beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas pour les questions. Merci beaucoup, Jean-François. Merci, Maude. Là, c'est moi qui commence à avoir de la misère à ma voix. On a quelques minutes pour des questions. Il y en a déjà quelques-unes dans le chat. Je vais tout de suite, là, parce qu'on a jusqu'à 13 heures, sauter avec la première question. Est-ce que ce service est disponible pour les organismes communautaires ou seulement pour les chercheurs? Actuellement, les services sont disponibles pour les personnes appartenant à un organisme public, donc qui ont un contrat de travail avec cet organisme public-là. Donc, organisme public défini comme dans la loi sur l'accès. Donc, si un organisme communautaire ne répond pas à cette catégorisation-là, donc il n'est pas admissible. Par contre, les chercheurs qui proviennent de ministères et organismes, donc pourront, eux, faire aussi une demande d'accès dans les mois à venir. Les banques de données sont tellement extensives. Est-ce qu'il existe un outil qui facilite la vue d'ensemble ou la décision de quelle variable choisir? Maude, tu es versée en dictionnaire, si tu veux répondre. Oui, ben en fait, donc, il sera possible là, des fois, ça peut être plus facile pour consulter les différentes données, donc d'extraire par thématique, donc l'ensemble des variables et de leur définition et leur date de début de disponibilité et les différents domaines de valeur dans un fichier Excel. Donc, des fois, un fichier Excel, ça peut être plus facile à consulter. Toutefois, donc, quelle variable choisir? Ça reste vraiment à chaque chercheur de savoir si cette variable-là répond bien à son objectif de recherche. Mais reste que c'est possible là, donc, de sortir par thématique, si on parle au niveau de l'éducation, de sortir toutes les variables qui sont disponibles pour le niveau collégial, toutes celles qui sont disponibles pour le niveau universitaire, puis après ça, de regarder et de consulter dans le fichier Excel. Sinon, sur le site web, c'est la même chose. C'est juste que, comme vous le dites, quand il y a beaucoup de données, donc il y a beaucoup de roulage ou de déroulage de pages web à faire. Mais donc, c'est les différents outils qui seront disponibles pour voir les données. Et de notre côté, on a fait un certain travail de regroupement aussi. Certaines variables qui sont sélectionnées, on sélectionne d'autres par défaut, ce qui fait en sorte qu'on savait que c'était requis. Donc, on l'a ajouté systématiquement. Super, merci. Est-ce que la trousse est accessible publiquement? Absolument, elle est disponible sur notre site web. Elle va l'être bientôt en anglais par ailleurs pour les membres de la communauté qui sont anglophones. Mais vous pouvez la trouver. On pourrait envoyer... Je me mettrai dans le chat. Je ne sais pas si Maude, tu peux y accéder pendant que je réponds, mais elle est disponible en téléchargement et puis son contenu est essentiellement versé dans le site web. Donc, quand vous vous présentez sur notre site, à droite, il y a des liens rapides. C'est tout en haut, trousse de démarrage. Donc, elle est facile. On n'est pas obligé d'ouvrir un compte chercheur pour pouvoir accéder. Absolument pas. C'est sur la page publique, facilement accessible et disponible en téléchargement.
Il y a plusieurs questions sur la qualité des données. Fait, je vais commencer, mais je vous invite, Jean-François et Maude, juste à prendre connaissance dans le chat parce que je ne vais pas toutes les lire. Mais sur la qualité, sur la quantité, sur la modernisation, sur les utilisateurs, il y a vraiment plusieurs questions. Puis il y a d'autres questions aussi. Fait qu'on va peut-être passer un petit peu dans 1 heure parce que je veux juste Ben, voir si c'est possible. Voilà. Sur la qualité, quelles mesures sont prises pour garantir l'exactitude et la fiabilité des données publiées sur votre plateforme? Comment votre plateforme se conforme-t-elle aux normes internationales de statistique? Avez-vous un processus de révision, de mise à jour des anciennes données et informations? Quels sont les mécanismes en place pour assurer la sécurité et la confidentialité des données? il y a beaucoup de Pas choses. si, là, je m'excuse En, de vous en deux envoyer tout minutes, ça. en 2 minutes, si je voulais être bref, par rapport à la qualité, ça reste des données administratives. Les données administratives, à la base, ne sont pas conçues pour la recherche. Donc, il faut prendre acte de ça. Et puis, c'est certain qu'il y a un travail des équipes de recherche qui va être à faire dans les cadres pour faire sens de ces données administratives-là. Donc, c'est inhérent à la nature des données, ça, on n'y peut rien. Pour l'organisation, nous, on a fait un gros travail de structuration quand on les reçoit pour qu'elles soient affichées de la manière la plus simple, claire possible. Comme je le disais, on a mis, par exemple, des variables qui se cochent par défaut quand on en coche d'autres. Mais là, on parle beaucoup de la santé. Quand je parle de ça, je parle de la santé parce qu'ils sont habitués, en tant que ministère-organisme, à de la recherche. Ils ont structuré leur données en conséquence. C'est pas dit que pour les nouveaux ministères qui vont s'en venir, ils auront toujours la même organisation structurelle. Donc, dans certains cas, nous, on va faire le travail qu'on peut faire, mais ça reste de la donnée administrative. C'est pas de la donnée qui est prévue pour la recherche à la base. Pour la mise à jour, rapidement, c'est toujours les données des ministères qu'on reçoit. Donc, c'est pas nous qui allons faire une mise à jour au nom du M3S ou eux nous envoient ont leurs données à jour dans leur système et nous allons chercher dans leur système les données lorsqu'elles sont disponibles. Par exemple, le registre des événements démographiques pour les décès sont disponibles 2 ans après la date de fermeture des fichiers parce qu'eux font des validations chez eux. Quand on sait que c'est fermé, nous, on peut aller le chercher pour la recherche. C'est un exemple parmi d'autres. Parfait, merci Jean-François. Sur la quantité, je vais passer parce que je pense que la plupart des questions sont soit qu'elles ont été répondues à la fin de la présentation par Maude ou disponibles sur le site web de l'ISQ, là, vraiment dans la section accès aux données. Je vais juste regarder, il y avait un Je autre. vais répéter rapidement, nous allons avoir Oui, Retraite Québec, Immigration, Travail, Revenu Québec et je pense que c'est à peu près ça à court terme. c'est ça. Puis la liste des D'autres vont variables suivre. aussi de Ouais. chaque fichier, c'est disponible. Oui. Pas Sur pour la l'instant moderne- parce qu'ils ne sont pas disponibles, mais lorsqu'ils le seront, dès qu'ils seront affichés, ça veut dire qu'ils sont disponibles pour la recherche. Sur la modernisation, avez-vous des plans pour moderniser la plateforme pour améliorer l'expérience utilisateur? Quelles sont les limitations technologiques actuelles sur la plateforme? Avez-vous envisagé d'implémenter des fonctionnalités comme une recherche avancée, des filtres ou un outil d'analyse interactif? On est en développement constant depuis le lancement de la plateforme en 2019. Si on parle pour l'aspect administratif, il y a les formulaires sont constamment, pas constamment, mais en fait sur une base régulière mis à jour pour prendre acte des commentaires de la communauté de recherche. Et dans l'environnement d'accès, on suit la même logique finalement. En fait, on a un environnement qui est fonctionnel, qui répond aux besoins, mais lorsque des nouveaux besoins nous sont communiqués, on prend acte des besoins, puis on essaie de voir ce qu'on peut faire pour améliorer l'expérience. C'est certain que le service d'accès a pour vocation de servir ses utilisateurs, donc nous, on reste à l'écoute de ce qui nous est communiqué, et puis on fait au mieux pour répondre aux besoins. Je vais passer à une question de d'autres participants, là, juste pour être sûr de couvrir le plus de monde possible, mais il y avait d'autres questions. Là, Raphaël Préfontaine avait d'autres questions pour vous aussi. Quel est le délai moyen pour l'accès aux données? Je ne pense pas sur des chiffres, mais sur notre site, sur la première page, dans la section à propos, vous voyez un graphique qui explique très précisément les délais on a divisé par niveau de complexité les demandes, donc simple, intermédiaire, complexe, très complexe, et puis des délais moyens d'accès pour chacun de ces niveaux de complexité-là. Donc, c'est un graphique qui est en évolution constante. On le met à jour sur une base trimestrielle, mais c'est des délais qui sont encore plus longs qu'on le voudrait, qui diminue année après année, mais qu'on va continuer à travailler à améliorer. Mais si vous voulez les consulter en date d'aujourd'hui, ils sont disponibles sur notre site à la section à propos.
Merci. Pour les ministères et organismes participants, est-ce que l'ensemble des données administratives sont accessibles à l'ISQ? Si je comprends bien la question, des ministères et organismes qui veulent rendre Bien, accessible. ceux qui peuvent avoir accès, finalement, j'imagine, c'est ceux qui peuvent avoir accès au cas de risque, là, parce que tantôt, tu as fait mention des Les organismes chercheurs des communautaires. ministères et organismes. C'est ça. Donc, les chercheurs des ministères et organismes, on a quelques ajustements administratifs à faire pour être sûr que c'est fait correctement, mais normalement, ils auront accès exactement au même contenu que les chercheurs académiques ou du milieu de la santé. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Je ne sais pas. Attendez, je sais pas. Je vais voir, mais s'il y a des gens qui veulent lever la main pour prendre la parole, on On peut répond que oui, ça leur va. donner accès pour Essentiellement, il n'y aura pas de différenciation sur le site. Il n'y aura pas une zone chercheur des ministères et organismes et une zone chercheur académique. C'est la même chose. Est-ce que ce serait possible de remettre, on demande pour revoir la dernière diapo de Maude, s'il vous plaît? Oui, je vais essayer de faire ça rapidement. Donc, on parle, j'imagine, de Peut-être celle-là, ouais. Peut-être celle avec les nouvelles, les prochaines. Oui, c'est ça, l'avant-dernière. celle-ci. Donc, j'imagine avec les ministères et organismes qui s'en viennent. Donc, ce sont encore une fois Revenu Québec. Ce sont les plus avancés. Donc, c'est sur le point de se faire. C'était compliqué parce qu'eux ont un changement de loi à faire de leur côté pour que ce soit possible. Avec le MIFI, donc ministère de l'Immigration, ça avance rondement aussi. Les discussions sont actives. Pour les autres, ça devra suivre. C'est sûr qu'on y va par itération. Là. On n'absorbe pas tout en même temps. À chaque fois, vous devez comprendre qu'il y a tout un travail de préparation. Des décrets ministériels doivent être signés. Nous, il faut qu'on s'assure d'avoir une expertise minimale pour au moins pouvoir répondre aux questions des équipes de recherche par rapport aux données. Donc, c'est quelque chose qui se construit progressivement. Mais vous voyez le portrait, dans quelques années, on va avoir vraiment un portail qui va permettre de la recherche multisectorielle vraiment intéressante pour la communauté. Tout à fait. On va prendre deux dernières petites questions, si c'est Bien correct sûr. pour vous. Oui. Bonjour. Est-ce que vous prévoyez ajouter d'autres ministères? Oui, ben, je pense que c'est ça. Là, c'est exactement ce que vous avez. On parlait de données officielles sur la criminalité. Je ne le vois pas à l'écran, mais Non. voilà. Pouvez-vous donner une dernière question. Pouvez-vous donner des exemples concrets de preuves de rattachement à l'organisme pour le chercheur principal? J'ai entendu un CV, mais est-ce qu'il y a d'autres, y en a-t-il d'autres qui sont acceptés? Oui, mais écoutez, essentiellement, là, on n'a pas de critères qui font en sorte qu'un modèle ou un autre serait refusé. Ce qu'on veut, c'est avoir une preuve qui soit crédible que le chercheur est rattaché à l'organisme. S'il n'y en a pas, comme je vous disais, comme Maud le disait, on a un modèle là, qui tient sur une page Word dans lequel l'institution peut indiquer qu'elle endosse son chercheur et puis ça peut être soumis. Donc, c'est disponible dans les documents de référence en téléchargement. L'équipe peut le prendre, le soumettre à son institution et puis nous le resoumettre par la suite. Bon, je ne sais pas si tu veux ajouter autre chose par rapport à ces éléments. Non, c'est tout à fait. Là, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme étant quelque chose qui est très compliqué à aller chercher. Là. Le simple CV fait office de preuve de rattachement. Donc, c'est ce qui était en fait demandé avant que les lois changent. Donc, en fait, la plupart des chercheurs soumettaient de toute façon leur CV lorsqu'ils faisaient une demande d'accès. Donc, on ne change pas de pratique. Maintenant, la formulation preuve de rattachement est dans notre loi, donc depuis qu'elle a été modernisée en 2021, donc c'est une obligation qu'on a de le demander, mais on ne s'empêtrera pas là, dans les complications. Pour ça, là, on a un document simple à mettre à disposition des équipes. Je vais arrêter ici parce qu'on est déjà, oui, c'est ça, on a déjà dépassé là, de 5 minutes. Donc, j'invite les gens à communiquer avec vous finalement hein, par courriel directement. Puis, comme je dis à tout le monde, la présentation sera éventuellement rendue disponible sur notre chaîne YouTube si vous voulez la réécouter. Alors, merci beaucoup, Jean-François et Maude. Je vous souhaite à tous un bel après-midi. Merci au Six. Merci beaucoup. Au revoir.